Sur ma route pour le Karabakh, je me suis toujours arrêté au pied de l'Ararat. Pendant ces 35 années à filmer le conflit entre les Arméniens et l'Azerbaïdjan, j'ai assisté chaque année au retour des cigognes. Toujours le même nid et le même partenaire. Une histoire d'amour à une terre. Les cigognes ressemblent beaucoup aux humains, vraiment beaucoup. Lorsqu'elles éprouvent du chagrin, c'est comme chez nous. Certains peuvent supporter cette douleur, la surmonter, vivre et continuer leur chemin, tandis que d'autres n'y arrivent pas, restent enfermés dans leur chagrin et finissent par en mourir un jour. Au village, faire le pain est une cérémonie, un partage, un échange. On y compte la légende des cigognes, une allégorie de l'histoire arménienne, faite de drames, de fidélité et d'éternel retour. Les cigognes viennent toujours en couple, mais cette fois l'une est revenue seule, triste. Un jour, alors que les femmes faisaient du pain, l'ouverture du four en terre, le tonir, était restée ouverte. Incapable de surmonter son chagrin, la cigogne s'est jetée dans les flammes du four. C'est aussi dans les flammes que le rêve d'un Karabakh arménien et indépendant se consume le 19 septembre 2023. Vainqueurs, les Arméniens avaient chassé les Azéris au début des années 90. Aujourd'hui, vaincus par l'Azerbaïdjan, soutenu par le voisin turc, abandonné et trahi par son protecteur russe trop occupé en Ukraine, c'est tout un peuple qui se prépare à fuir. Puis je me suis souvenu de nos photos. Je n'ai pu prendre que cet album, car il n'y avait plus de place dans la voiture pour mettre quoi que ce soit. Mais un album, je pouvais le mettre sous mes pieds. Le reste, comme nous n'avions plus d'électricité, nous avions un poêle allumé et j'ai tout jeté au feu, car je ne voulais pas que quelqu'un, un étranger, puisse les voir. En regardant les flammes, j'ai vu que tout allait mourir. Je réalisais que tout ce que nous avions fait, les années que nous avions vécues, tout cela n'allait plus exister que dans nos souvenirs. Ces images qui nous rappelaient notre passé, tout cela n'existait plus. C'était la fin. En 48 heures, la totalité des 130 000 Arméniens du Karabakh abandonnent leur maison, leur histoire, leur passé. Seules les caméras des pays frères ont pu assister à la victoire de l'Azerbaïdjan. Les images de la chaîne qatari Al Jazeera sont les uniques et derniers échos d'une tragédie que le monde préfère ne pas voir. Le bruit de la porte que j'ai fermée pour la dernière fois résonne encore dans mes pensées, dans mes rêves. Que signifie, après avoir vu le sang versé sur ta terre natale, ta maison, tes ancêtres, tes frères, fermer à jamais la porte du foyer aimé? Un foyer dont tu fermes la porte pour la dernière fois. Assise dans la voiture, je me suis demandé, quand je serai partie, que me restera-t-il à raconter, à dire? Alors j'ai dit, attendez-moi un instant. Je suis allée dans notre cour, j'ai ramassé une poignée de terre, j'ai cueilli une plante et je les ai emportées avec moi. Une façon pour moi d'être toujours sur ma terre. Le drapeau azéri qui flotte face à l'arménien marque la nouvelle frontière. Une frontière comme une porte fermée sur un pays. Le Karabakh, ou plutôt l'Artsakh, comme l'appelaient les Arméniens. Un pays qui n'existe plus. Après des siècles de présence, les Arméniens du Karabakh doivent quitter leurs montagnes vers l'Arménie voisine. Une migration massive et douloureuse.
Passé la frontière, la ville de Goris, un premier havre de paix, une étape sur la route de Yerevan, la capitale de l'Arménie, qui s'organise pour accueillir ses frères, chassés du Karabakh. Mais pour certains, impossible de s'éloigner de la frontière du pays perdu. Et pour eux, la ville de Goris, la première étape, devient la fin du voyage. Nous étions sur le point de continuer le voyage et je me suis demandé pourquoi aller à Erevan. La ville de Goris est toute proche du Karabakh. Ici, parfois, je respire le vent qui vient de là-bas. Ce vent porte les odeurs de mon pays. Je le ressens en moi. C'est pour cela que je suis restée au plus proche de la frontière, dans la ville de Goris. Pour les autres, direction Yerevan. Des milliers de familles prennent la route de l'Ararat. L'Ararat semblait encore plus grand, empli de notre douleur, comme s'il voulait nous soulager. Un Ararat majestueux, enveloppé de brume, mais toujours debout. Debout comme le peuple arménien. Exilé lui aussi, comme le peuple arménien. Tourmenté et épuisé, comme nous. Ovannes tient une échoppe sur le bord de la route. Petit-fils de rescapé du génocide de 1915, cette terrible transhumance lui rappelle de sinistres souvenirs. Nous avions déjà subi un génocide, mais on ne le connaissait que par les livres et les histoires de nos parents. Cette fois, nous l'avons vu de nos propres yeux, exactement comme celui de 1915. Des files interminables de personnes fuyant leur terre, partant vers l'inconnu. Ils étaient à pied, maintenant ils sont en voiture, mais ça ne change rien. Ils partent sans savoir ce qui les attend, sans connaître la fin du voyage. En arrivant ici, ils n'ont plus de maison, rien du tout, et c'est insupportable. Dans ce voyage sans retour, une cause commune, sauver les enfants et les vieux parents, le seul trésor que l'on emporte avec soi. Reste à leur trouver un toit. Nous étions 13 entassés dans une voiture. Nous avons voyagé 2 jours, 48 heures terribles. Les enfants étaient affamés. L'un n'avait pas de lait, l'autre n'avait pas de pain. On a traversé un enfer. Cet enfant était petit. Il n'y avait pas de lait chaud. Alors, j'ai préparé un biberon avec l'eau glacée de la source. Cet enfant est devenu malade, allait de plus en plus mal, il souffrait de la faim, on l'a porté jusqu'ici. C'est l'heure de l'école pour la jeune Harpie Sarkissian. Un moment de paix pour elle et les 45 autres petits réfugiés qui fréquentent l'école dans la banlieue pauvre de Yerevan. Malgré leur accent venu des montagnes du Karabakh, ils pourraient sembler des enfants comme les autres. Nés et grandis dans la guerre, ils portent avec eux de terribles traumatismes que leurs enseignants peinent à calmer. J'ai vu qu'ils bombardaient chaque maison. Il y avait des gens à l'intérieur. Pourquoi ? Ils bombardaient les maisons, ils attaquaient. Les gens ne pouvaient plus sortir. Tu te rappelles ? Oui. Et maintenant, tu te sens bien ici ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus la guerre. Nous, on est venus du Karabakh ici. Ce n'est pas bien pour nous car on a perdu notre patrie. C'est déjà la 2e fois que l'on doit fuir. On était déjà venus une fois ici, mais on n'avait pu rentrer chez nous. Maintenant, pour nous, c'est difficile,
Quand la guerre va reprendre ici, il faudra qu'on reparte en Russie. Mais non, elle ne reprendra pas. La guerre ne reprendra pas ici. Ici, on peut devenir amis les uns les autres. N'est-ce pas, les enfants? Ne vous inquiétez pas, on va construire la paix. Nous devons apprendre. Et avec notre éducation, notre savoir, qu'est-ce que nous pouvons faire, les enfants? Eh bien, avec notre savoir, nous pouvons gagner. Tu comprends ce que je veux dire? Non, il n'y aura pas d'exode à nouveau. Il n'y a plus de guerre. Il ne faut pas penser qu'une guerre puisse encore nous faire partir. Ici, c'est notre pays, notre maison. Ne vous inquiétez pas. Viendra le temps où vous aurez, vous aussi, votre maison. Officiellement, tout a été fait pour accueillir les exilés en Arménie. Une aide mensuelle de 120 €, soit le salaire minimum, est attribuée à chacun. J'ai retrouvé Haïk, mon ami, qui vit maintenant par économie loin de la capitale, où pourtant se concentre le marché du travail. Ce matin, je me suis réveillé avec un sentiment de plaisir, car hier j'ai obtenu un rendez-vous pour un travail. J'ai bu mon café, pris une douche, me suis rasé, repassé mes vêtements, et j'ai fait briller mes chaussures. Comme ça, celui qui me verra aujourd'hui dira « Ah, c'est un homme bien ». Oui, comme je dois travailler dans un restaurant, mon allure doit être impeccable. Bien sûr, c'est très difficile. La vie des Arméniens du Karabakh est extrêmement dure. Tous doivent recommencer leur vie à zéro. Beaucoup ne se sont toujours pas remis de cette douleur. C'est difficile, très difficile, que ce soit pour trouver un logement ou un travail. Haïk est prêt à tout pour trouver sa place dans sa nouvelle patrie. Sinon, il partira. Ils sont déjà plus de 20 000 à avoir quitté le pays pour s'installer pour la majorité en Russie voisine, afin de trouver un logement et un travail. Si en Arménie, l'accueil dans un premier temps a été spontané, fraternel et généreux, certains commencent à voir les réfugiés comme source d'ennui, ou pire, comme une main-d'œuvre exploitable à bon marché. Alors beaucoup vivent dans le déni et imaginent un retour chez eux au Karabakh, et s'il le faut, par la force. Un désir, un fantasme que l'on aime se répéter. Non, il est clair que si nous parlons du retour, du moins dans un avenir proche, ce n'est pas réaliste. Il est bien sûr important de présenter une image réaliste aux réfugiés car beaucoup d'entre eux continuent de vivre dans l'illusion et l'espoir, pensant que certaines circonstances ou événements pourraient permettre leur retour. Mais la réalité d'un retour est très faible. Oui, c'est un sentiment amer et beaucoup de gens devront vivre avec ce poids jusqu'à la fin de leur vie. Sur les écrans s'affichent les portraits des dirigeants arméniens du Karabakh. Capturés et accusés de crimes de guerre et de terrorisme par Bakou, leur procès est fermé aux observateurs et à la presse internationale. Un procès inique dénoncé par le Parlement européen. Ce soir, au centre-ville, au cinéma Moskva, grande première d'un film célébrant les héros de la guerre. Et pourtant, malgré ces hommages, à Yerevan, on voudrait tourner la page, oublier le Karabakh et vivre en paix. Sur la place de l'Indépendance, Haïk peine à cacher son désarroi. 10 € la journée de travail, tout juste de quoi payer la location de son modeste toit. Je suis fatigué, mentalement et physiquement. C'est épuisant de courir après le travail. Mais mon désir est fort.
Le désir de notre peuple est fort, particulièrement celui des Arméniens du Karabakh. Nous continuerons à nous battre, espérant que tout ira mieux. Hier, héros, les réfugiés du Karabakh sont devenus citoyens de seconde zone qui peinent à retrouver pour beaucoup travail et dignité. Une situation qui blesse et fâche Tero Vannes. Je l'avais connu il y a longtemps au Karabakh. Il était prêtre et tenait la Kalachnikov. Aujourd'hui, il est le dernier confident d'une génération sacrifiée et couché au cimetière des héros à Yerevan. Nos trésors chéris, nos églises, nos monastères, nos maisons, les foyers aimés que nous avons laissés, et aussi les cimetières de nos pères et mères, tous se trouvent maintenant là-bas. Fin septembre 2023, quand ils ont dit qu'il fallait que tous quittent, abandonnent le Karabakh, il s'est trouvé des personnes qui ont refusé d'enterrer leurs morts. Ils les ont transportés avec eux dans le même exode, à Erevan. Comme une ultime provocation, sur les réseaux sociaux apparaissent des images de profanation. L'impunité des vainqueurs. Seuls les satellites qui s'affranchissent des frontières fermées documentent la destruction organisée des monuments arméniens. Les ONG internationales dénoncent déjà la disparition de 2 églises. Des siècles d'histoire effacée. Ilham Aliyev avait promis de chasser les Arméniens comme des chiens. Mission accomplie. Il peut enfin savourer son triomphe et fouler aux pieds le drapeau de l'Artsakh, le Karabakh. Aliyev se rêve empereur bâtisseur. Plusieurs milliards de pétrodollars sont attribués pour le grand retour au territoire libéré. À terme, l'installation d'1 million d'Azerbaïdjanais est espérée. Un projet annoncé comme priorité nationale. Une nouvelle vitrine pour montrer au monde la puissance du maître de Bakou. Ils ont effectivement investi beaucoup dans le Karabakh. Mais je pense que c'est juste de la propagande. On sait par les réseaux que beaucoup de nouveaux habitants se plaignent. C'est difficile à vérifier. Seuls les médias autorisés par Bakou peuvent s'y rendre. Après l'effacement, vient le temps du remplacement. Des villes et villages modernes basés sur les concepts chics de Smart City ou Smart Village, qui semblent factices, artificiels comme des villages Potemkin, sont bâtis à la hâte. Les caméras peinent à cacher le manque de spectateurs aux visites et inaugurations menées par le président et son épouse, la vice-présidente. Les clés sont généreusement offertes aux volontaires, attirés par la gratuité des appartements et l'absence de taxes et d'allocations promises pour plusieurs années. Une chorégraphie parfaitement mise en scène. Bien que les autorités aient annoncé de grandes facilités pour que de nombreux Azéris viennent vivre dans ces territoires passés sous leur contrôle, on constate que ce nombre n'augmente pas vraiment. Même s'ils sont encore peu nombreux, le retour des Azéris chassés du Karabakh par les anciennes victoires arméniennes est soigneusement mis en image par le régime du président Aliyev. Un narratif et des sourires sous contrôle des caméras d'État. Pour la 4e fois réélu président sur le score pléthorique de 95%, Aliyev peut ordonner la destruction du Parlement arménien de Stepanakert. Les âmes et les pierres ne doivent plus pouvoir raconter l'histoire.
La trace arménienne est effacée de tout le territoire du Haut-Karabakh. Et cela concerne des siècles et des siècles d'histoire. C'est la première fois qu'il n'y a plus d'Arméniens vivant dans les montagnes du Haut-Karabakh. Et bien sûr, cela est très douloureux pour nous, les Arméniens. Si les satellites documentent et fournissent les preuves, les réseaux sociaux s'infiltrent dans la société et sont les armes de tous les fantasmes. Alors Tatevik Khatchatrian préfère se connecter à ses rêves, qui invariablement la ramènent près de la statue de Dadik et Papik, la grand-mère et le grand-père qui ont bercé son enfance à Stepanakert, sa capitale aimée et perdue du Karabakh. Je ne veux pas regarder les réseaux sociaux et les vidéos azéries. Je demande à tous mes proches de ne pas m'envoyer ce genre de contenu, car cela me fait mal. Cela me ramène à des souvenirs qui ne sont plus les miens. Ce n'est plus ma vie qu'ils racontent. Cette fois, la vidéo était différente. J'ai vu qu'il y avait du linge suspendu à mon balcon, ce qui voulait dire qu'il y avait un nouvel occupant chez moi. J'ai vu les images. Son linge était étendu d'une manière étrange, désordonnée, une manière qui n'était pas acceptée dans ma ville. Dans notre ville et en général au Karabakh, il y avait une manière claire de sécher le linge, des règles qui disaient comment suspendre le linge. Il fallait que les couleurs se répondent, que les styles s'accordent, que les tailles s'harmonisent. Alors que le linge du nouvel occupant était suspendu sans aucune émotion, sans amour. En fait, ce n'était que du linge mis à sécher. Et ça ne ressemblait pas à notre façon élégante d'étendre le linge. Maintenant, dans l'appartement que je loue avec ma famille, il n'y a pas de corde à linge. Je fais sécher mes vêtements sur un séchoir et non pas en les étendant joliment au-dessus de la cour. Mais pour être honnête, je n'ai plus le désir, le plaisir de le refaire. Oui, c'était beau, c'était bien, mais c'était là-bas, à Stepanakert. D'une certaine façon, à Yerevan, je ne suis pas là. Je me sens un peu comme une fleur coupée et déplacée, qui, bien qu'elle continue à paraître belle pendant un certain temps, n'est plus vivante. C'est exactement ce qui est arrivé au peuple du Karabakh. Oui, nous sommes là, mais nous sommes en train de nous éteindre. Notre vie s'est terminée. Oui, je me suis éteinte. Je m'étais promis de la retrouver et de lui ramener les images de notre première rencontre. Je l'ai cherchée longtemps et je l'ai trouvée au-delà des montagnes, à Vaïk, une ville perdue à des heures de route de Yerevan. Je l'avais filmée dans la chambre d'un hôtel de Stepanakert, où elle s'était réfugiée en 2016. Nous avions alors parlé de la guerre, de son fils et de sa maison abandonnée. Je voudrais tant m'en retourner. Je voudrais tant. Mais il y a des mais. Je ne veux pas encore que ça se répète. Moi, en 1992, la première fois que l'on s'est sauvé, j'avais 5 ans. Cette fois, quand on s'est à nouveau sauvé en 2016, mon garçon avait lui aussi 5 ans. Je ne voudrais pas qu'il se passe encore 20 ans et que la même chose se reproduise. J'aimerais tant qu'il y ait la paix pour que les oiseaux retrouvent leur nid, mais c'est un rêve impossible, puisque notre voisin est l'Azérie. 1992, 2016 et 2023, à chaque fois Marinée a dû fuir sa maison. Une image de résilience, le portrait d'une femme que la force de ses rêves a toujours porté. Quand je regarde les oiseaux migrateurs de notre pays, je suis toujours jalouse quand j'imagine qu'ils repartent vers leur nid. J'aimerais que Dieu nous donne aussi un jour des ailes pour retourner dans notre patrie.
Oui, j'irai dans mon village de Talish, si j'avais des ailes. Le premier endroit où je me poserai, c'est au cimetière de mes parents et grands-parents. Et je leur dirai qu'ils n'imaginent pas que nous les avons oubliés. 30 années de guerre et la frontière s'est refermée sur le Karabakh, le pays perdu. Au pied de l'Ararat, il ne reste que les cigognes et aucune frontière ne peut stopper leur migration. J'espère qu'elles seront nombreuses à revenir et établir leur nid.